I think the one I enjoyed reading more than anything. My husband, he does it brilliantly. He can do all the voices. Je savais que ce moment viendrait, mais rien n'aurait pu me préparer à l'impact de cette unique allocution, cette annonce inattendue d'une clarté presque glaciale de Charles, qui non seulement a façonné l'avenir de Camilla, mais a ébranlé les fondements même de notre monarchie. Ce matin-là, à mon réveil, l'atmosphère était déjà pesante, comme si une pression invisible pesait surtout dans les palais. Mais même alors, je ne m'attendais pas à ce que mon père, un homme qui avait lutté pendant des années contre le choix d'une telle décision, se tienne soudain devant la caméra avec une telle assurance. Ces mots ont fendu le silence de Buckingham Palace comme un couteau, la fin officielle du titre et du rôle de Camilla, prononcée sans hésitation, sans nuance, sans les circonspections royales habituelles. Et en revoyant l'allocution, j'ai ressenti quelque chose de rare, non pas du choc ni de la tristesse, mais la prise de conscience qu'une ère touchait à sa fin. Ce message n'est pas sorti de nulle part. En coulisses, des signes de malaise s'étaient accumulés depuis des semaines, voire des mois. De petites observations, des changements subtils, des conversations interrompues, en plein milieu dès que j'entrais dans une pièce. La tension était palpable comme de l'électricité statique. Mais rien, absolument rien, ne pouvait égaler le silence qui s'est abattu dès que Charles a terminé sa déclaration. Le silence qui suit un tremblement de terre, quand personne ne sait encore s'il y aura une réplique ou si le véritable choc n'a pas encore été ressenti. J'étais dans le salon bleu quand cela s'est produit. Le regard du personnel, la mâchoire crispée de l'écuyer, les murmures hésitants qui ont commencé à s'élever. On aurait dit que la monarchie elle-même tentait de saisir ce qui venait d'être dit. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas le contenu de ses paroles, mais leur ton. Mon père ne parlait pas comme un homme qui fait un choix. Il parlait comme quelqu'un qui avait été contraint de prendre une décision qu'il avait trop longtemps reportée. Un homme qui savait que sa crédibilité était en jeu, que chaque seconde d'inaction était une seconde de honte. Mais en même temps, je ne pouvais nier la tristesse dans ses yeux. Une tristesse visible seulement chez quelqu'un qui devait se confronter à une vérité qu'il avait passé des années à éviter. C'était la douleur d'un homme forcé de choisir entre sa vie personnelle et l'institution qu'il avait juré de protéger. C'était étrange de voir à quelle vitesse les conséquences se sont fait sentir. Alors, même que la diffusion était en cours, les messages affluaient sur des conseillers, en quête de confirmation des membres du personnel, m'envoyant des mots de soutien des contacts dans les médias, me demandant si le roi était sincère. Je sentais la pression sur mes épaules grandir à chaque minute. Car même si c'était Charles qui parlait, je savais que le poids des conséquences me retomberait dessus. Un monarque peut provoquer un choc, mais c'est à l'héritier qu'il incombe de recoller les morceaux et de rétablir l'ordre. Et c'est précisément cette prise de conscience qui a rendu cette journée plus difficile que n'importe quelle apparition publique que j'avais pu faire auparavant. Dans les premières heures qui suivirent la diffusion, je tentais de comprendre la situation. Je me dirigeais vers les appartements privés du roi, mais avant même d'atteindre la porte, une de ses confidentes m'arrêta. « Il ne souhaite voir personne pour le moment », dit-elle doucement. Cette simple phrase en disait plus long que tout autre. Mon père s'était exprimé non seulement en roi, mais aussi en homme confronté à une défaite personnelle. Et c'était peut-être là l'élément déterminant de la suite des événements. À mesure que la nouvelle se répandait, je sentais l'assistance se diviser en deux. C'était applaudissait ouvertement. Ceux qui doutaient depuis longtemps de la légitimité de Camilla, ou qui estimaient qu'elle avait acquis trop de pouvoir. D'autres réagissaient avec stupeur et confusion. Comme si cette décision portait atteinte à la stabilité de la cour. Mais ce qui me frappa le plus, ce furent les réactions de la presse internationale. Reuters la qualifia de « décision interne la plus radicale du règne de Charles ». La BBC parla de « onde de choc institutionnel », et je savais qu'ils avaient raison.
car il ne s'agissait pas d'une simple affaire de famille. C'était une avancée décisive dans un conflit qui durait depuis des années, profondément enfoui derrière les façades de la tradition et du formalisme. Tandis que je voyais la scène se dérouler, une question s'imposait à moi. Une question que je ne pouvais ignorer. Jusqu'où peut-on aller pour protéger la couronne sans devenir soi-même une partie du mal? Car si mon père avait prononcé ces mots, le mouvement qui les avait précédés, nous l'avions tous ressenti. Je ne pouvais prétendre qu'il s'agissait d'un moment isolé. C'était l'aboutissement d'erreurs, de tensions et de transgressions accumulées depuis des années. L'étincelle qui avait enfin allumé la mèche d'un conflit trop longtemps ignoré. Dans les heures qui suivirent, j'ai été témoin d'une chose que je n'oublierai jamais. Les murs du palais semblaient respirer. L'agitation du personnel, l'accélération du pas des agences de sécurité, les regards fuyants des conseillers. On aurait dit que chacun savait qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'une nouvelle étape. Une étape où la monarchie devrait prouver une fois de plus qu'elle est plus grande qu'une personne, qu'une relation, qu'un moment. Et c'est précisément pour cette raison que ce jour-là ressemblait au début d'une bataille qui se déroulerait non seulement en interne, mais aussi sur la scène publique. En m'approchant de la fenêtre et en apercevant la cour intérieure de Buckingham Palace, j'ai repensé à toutes les fois où l'institution s'était figée sous la pression. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. Peut-être parce qu'il ne s'agissait pas d'une crise extérieure, d'une menace politique, ni d'une escalade internationale. C'était une crise interne. C'était personnel, c'était douloureux, et pourtant cela me semblait nécessaire. Je me demandais combien de fois une monarchie peut-elle se briser elle-même avant de cesser de fonctionner. Mais, au fond de moi, je savais que cette décision aussi tragique, fût-elle, était peut-être précisément ce qu'il fallait pour empêcher la fondation de se fissurer davantage. Les raisons de cette décision étaient bien plus profondes qu'un simple incident ou une erreur personnelle. La vente de la broche de Diana à Genève avait tout déclenché, mais il ne s'agissait pas seulement d'une perte de patrimoine. Elle touchait au cœur même de ce qu'est une monarchie, la confiance, la continuité et le respect des générations précédentes. Lorsque j'ai pris connaissance des premiers rapports et inventaires, j'ai ressenti le poids de la responsabilité. Chaque bijou manquant, chaque document signé de manière invalide, chaque soupçon de favoritisme révélait un schéma. Ce n'était pas seulement un signe de négligence, c'était une violation de l'éthique que nous avions juré de respecter. Et j'ai compris que je ne pouvais plus attendre, le moment d'agir était venu. Tout a commencé par les audits, un examen discret et méticuleux de tout ce que le palais avait géré. 3 experts indépendants, des archivistes et une petite équipe de sécurité ont examiné armoire après armoire, boîte après boîte. En moins d'1 heure près, d'une heure et demie, les premières anomalies sont apparues. Les pièces directement liées à Diana avaient disparu. Certaines dates autorisées par la signature même de Camilla sur des formulaires. En examinant ces documents, j'éprouvais un mélange d'incrédulité et de colère. Comment quelqu'un qui connaissait et comprenait l'histoire de la cour pouvait-il se débarrasser de tels trésors avec une telle négligence? Il ne s'agissait pas des bijoux eux-mêmes, mais du symbolisme et de la confiance qu'ils représentaient. Parallèlement, des confrontations personnelles ont éclaté. Anne, toujours aussi inflexible, a exigé des explications immédiates. William, à ses côtés, était furieux des conséquences pour l'héritage de notre mère. Catherine, calme et résolue, a insisté sur le danger institutionnel que représentait la situation. Je les ai vus tous 3 se rassembler, formant un bloc plus fort que les tensions du passé.
chaque mot, chaque regard, chaque geste était mûrement réfléchi. Il s'agissait de bien plus qu'une simple discussion, c'était un examen d'intégrité et de responsabilité. Comment respecter une institution quand ses propres actions en sapent les fondements même? La soirée du gala Heritage avait déjà été un présage. Camilla avait porté un bijou ayant appartenu à Diana, et la réaction du public fut immédiate. Il ne s'agissait pas simplement d'une question d'esthétique ou d'étiquette. C'était une transgression éthique, une rupture de confiance. Au fil du gala, j'en ressentais toute la gravité. Chaque instant d'admiration publique était assombri par la conscience d'une perte immense. La broche était devenue un symbole, une accusation silencieuse de négligence et de manque de respect pour la tradition. L'effet fut catastrophique, le public se sentit trahi et la crédibilité de la cour fut instantanément compromise. Au lendemain du gala et du dévoilement de la broche à Genève, un besoin d'agir urgent que je n'avais jamais ressenti auparavant s'est fait sentir. En coulisses, un plan fut élaboré. Une réunion fut convoquée dans la salle érable, lieu chargé d'histoire, et rarement utilisé pour de telles confrontations. Charles, William, Catherine et Anne s'y réunirent. L'objectif était clair, une transparence totale, une responsabilité complète et un message qui devait être percutant tant en interne qu'en externe. Camilla était présente, mais son attitude défensive et son absence de réponse directe indiquèrent clairement que les mots seuls ne suffiraient pas à remédier à la situation. Durant cette réunion, j'ai pris conscience de la gravité de la situation. Des documents circulèrent autour de la table, factures de vente, bons de livraison et cadres d'inventaire photo de la broche à Genève. La réaction de Guillaume était palpable, la mâchoire serrée, le regard déterminé. Catherine restait calme, mais son conseil était sans appel. Il ne s'agissait pas d'une affaire personnelle, mais d'une nécessité institutionnelle. Anne tenait tout le monde en alerte. Elle ne laissait aucune place aux excuses ni aux prétextes. Ce fut une leçon de leadership, de devoir et de stratégie. Combien de fois, dans l'histoire, une seule nuit a-t-elle engendré des décisions aussi capitales pour une dynastie? Lorsque la décision fut prise, j'éprouvais un mélange de soulagement et de tristesse. Camilla serait temporairement rétrogradée, son titre suspendu, son rôle à la cour réduit. C'était une mesure sans précédent, la première rétrogradation publique d'une reine consort depuis plus d'un siècle. Cela semblait juste nécessaire et inévitable, mais le poids émotionnel était immense. La réaction du public serait intense. Et en interne, cela marquait le début d'un processus qui devait être mené avec prudence, stratégie et un profond respect pour l'institution. Et je me demandais, une monarchie peut-elle jamais se remettre pleinement d'une telle rupture de confiance? Et comment définir la justice dans une situation aussi complexe? La conversation qui s'ensuivit entre les membres les plus importants de la famille royale et Camilla dans le salon d'érable prit des allures de confrontation historique, un moment où l'histoire de la monarchie se réécrivait. L'atmosphère était froide et formelle, mais les émotions qui y régnaient étaient tout sauf professionnelles. Chaque document glissait sur la table, chaque photo de la broche de Genève, chaque facture d'expédition racontait au guichet une histoire de négligence et d'irrespect. En observant la scène, je ressentais toute la gravité de l'instant. Il ne s'agissait pas d'un simple débat interne, c'était une confrontation sur la confiance, l'héritage et l'intégrité. Comment réagir face à une personne qui a utilisé des symboles de la mémoire nationale sans autorisation? Et comment préserver l'équilibre? Personnel,
et le devoir institutionnel. Camilla était assise là, visiblement mal à l'aise, sa posture, tentant d'afficher de l'assurance, sans pour autant faire preuve d'autorité. Anne prit immédiatement les rênes, son regard perçant parcourant la salle, comme si elle était la gardienne de la tradition et de l'institution. William était visiblement ému. Le deuil de l'héritage de Diana et la responsabilité morale de le préserver pesaient lourdement sur lui. Catherine, calme et posée, se joignit à la discussion avec un calme qui permit à chacun de se concentrer sur les faits. Ensemble, ils affichèrent une attitude qui reflétait la gravité de la situation. Il ne s'agissait pas d'une attaque personnelle, mais d'une correction nécessaire. Et j'avais le sentiment que, malgré la formalité des propos, leurs implications traçaient une nouvelle voie pour la monarchie. Au fil des discussions autour des documents, j'ai pris conscience de la subtilité et de la puissance des signaux envoyés par Camilla au fil des ans. La broche, jadis en possession de Diana, symbolisait bien plus qu'un simple bijou. Objet emblématique, elle représentait l'émotion du public et l'héritage de Diana. La vendre ou l'utiliser en dehors du cadre officiel de la cour a engendré un sentiment de trahison qui a directement affecté l'institution. J'ai alors compris que les objets de l'histoire royale ne sont jamais neutres. Ils sont porteurs d'histoire, de souvenirs et de responsabilités qui dépassent leur valeur matérielle. Au cours de la conversation, j'ai également perçu les subtiles dynamiques de pouvoir et de loyauté. Charles, visiblement ébranlé, s'efforçait de faire preuve de compréhension, mais savait qu'une intervention décisive était nécessaire pour éviter d'autres dégâts. Ces paroles, soigneusement choisies, indiquaient que la couronne primait toujours sur les relations PSS et sourcilleuses. William était partagé entre colère et chagrin. Il se sentait manifestement tenu de protéger l'héritage de sa mère et d'empêcher que sa mémoire ne soit ternie. Catherine observait tout avec attention, son œil analytique veillant à ce que la conversation reste constructive et que les débordements émotionnels soient canalisés vers la prise de décision. La tension dans un Lazare des érables héros était palpable, chargée d'histoire. Jadis théâtre de décisions stratégiques cruciales, la pièce imprégnée de tradition était désormais mise au service d'un problème contemporain. Au fil des heures, l'issue devint inéluctable. Camilla ne pouvait plus impunément agir ses agissements, étant à la fois symboliquement et institutionnellement préjudiciable. La décision de suspendre temporairement son titre et de réduire son rôle public n'était pas une simple réaction aux événements récents, mais une affirmation de la nécessité de protéger le patrimoine et la confiance. Combien de temps un système peut-il fonctionner lorsque ses normes fondamentales sont bafouées? Cette question résonnait dans chaque regard, dans chaque geste. À la fin de la conversation, j'éprouvais un mélange de soulagement et de lourdeur. La situation était claire, mais le poids émotionnel était lourd. Camilla quitta le salon d'érable, consciente de la gravité de la situation et du fait que son rôle public était temporairement suspendu. Le reste de la cour devait relever le défi de restaurer la confiance du public et de préserver l'intégrité de la monarchie. Il s'agissait de trouver un équilibre délicat, clarté et transparence, sans pour autant perdre de vue la dimension humaine. Comment une famille royale peut-elle protéger son héritage tout en reconnaissant la part d'humanité inhérente à chaque décision? Ce qui m'a le plus marqué, c'est la prise de conscience que cette confrontation n'était pas seulement une crise individuelle, mais une épreuve pour l'institution tout entière. C'était une leçon de responsabilité sur le pouvoir des symboles et sur la nécessité de respecter l'histoire et la tradition. Tandis que la salle se vidait, ne laissant derrière elle que l'écho des mots, j'ai ressenti que la monarchie devait redéfinir ses fondements. Dans quelle mesure tradition, loyauté et moralité peuvent-elles coexister à une époque où chaque abus est publiquement condamné? Et comment réparer les dégâts sans renier le passé? L'issue de la réunion de la salle d'érable plongea la cour dans un silence tendu, mais
hors des murs du palais, la situation explosa presque aussitôt. La réaction des médias fut massive. Réseaux sociaux, chaînes de télévision et presse internationale annoncèrent la suspension temporaire du titre de Camilla. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et en quelques heures, elle submergea l'opinion publique. Ce qui semblait au départ une affaire interne devint un événement public, une crise soulevant des questions d'intégrité, de respect du patrimoine et de rôle de la famille royale. En observant les réactions, je ressentis le poids de notre responsabilité. Comment réagir lorsque le monde entier nous observe à chaque instant tout en essayant de rétablir l'ordre interne? Il ne s'agissait pas seulement de Camilla ou de ses actes, il s'agissait du principe selon lequel la couronne doit continuer à symboliser la stabilité et la moralité. La broche de Genève avait déclenché une réaction en chaîne qui avait mis à nu la vulnérabilité de la monarchie. La vente de ce bijou, un objet certes petit mais chargé d'histoire, avait provoqué une crise fulgurante. J'ai soudain compris que les symboles de la monarchie représentent bien plus qu'une simple valeur matérielle. Ils sont porteurs d'émotions d'histoire et de confiance. Une telle transgression peut ternir l'image de l'institution tout entière. Cela a souligné l'importance de bien réfléchir à chaque action et d'assumer la responsabilité même des omissions apparemment les plus infimes. Catherine a joué un rôle crucial durant cette période. Alors que la tempête faisait rage sur les réseaux sociaux et dans la presse, elle a patiemment observé l'évolution de chaque récit et a guidé William vers une solution rationnelle. Son calme et son esprit d'analyse ont été essentiels pour maîtriser la tension au tribunal. Elle a veillé à ce que les réponses de la famille soient stratégiques et cohérentes, ce qui nous a permis de limiter les dégâts. Il était impressionnant de constater sa capacité à observer les situations tout en conservant une perspective humaine. Dans un monde où chaque mot peut être déformé, son approche posée et maîtrisée a constitué un contrepoids indispensable. La réaction du public fut extrêmement polarisée. D'un côté, ceux qui réclamaient justice pour Diana et son héritage, de l'autre, ceux qui exprimaient leur sympathie pour Camilla. L'audit et la découverte des bijoux disparus renforcèrent l'idée que la Cour devait rendre des comptes. Pétitions campagnes sur les réseaux sociaux et manifestations publiques accentuèrent la pression sur la famille royale. Face à cette division de l'opinion publique, il devint évident que maintenir la confiance du public relevait d'un exercice d'équilibriste. Comment la Cour pouvait-elle démontrer que l'intégrité primait sur les liens personnels sans nuire davantage à l'image de la monarchie? En interne, cela impliquait que chaque décision prise dès lors devait être mûrement réfléchie. Les procédures ont été renforcées, les inventaires révisés et le contrôle des biens personnels des membres de la famille royale consolidée. L'audit a non seulement mis au jour des erreurs, mais a également offert une opportunité de réforme structurelle. Il nous fallait tirer les leçons de nos erreurs, moderniser les procédures et garantir la transparence non seulement pour mettre fin à la crise, mais aussi pour prévenir de futurs conflits. Comment préserver pour la fiabilité des institutions à une époque où l'attention du public est constamment scrutée et où le moindre incident est amplifié? Cette période a surtout mis en lumière la tension entre tradition et modernité. La monarchie repose sur des rituels, des protocoles et un patrimoine ancestraux, tandis que le monde moderne exige rapidité, transparence et réactivité. Chaque retard, chaque incohérence apparente pouvait être interprété comme de la négligence, voire pire. Le défi consistait à trouver un équilibre entre le respect de la tradition et la satisfaction des attentes
de la société contemporaine. Cela nécessitait non seulement une prise de décision rationnelle, mais aussi une grande finesse émotionnelle, comprendre le lien du public avec le patrimoine et savoir comment préserver cette confiance. Au cœur de cette tempête, il est devenu évident que William et Catherine représentaient non seulement la nouvelle génération, mais aussi le pilier moral de la cour. Leur décision serait déterminante pour restaurer la confiance et préserver l'héritage de Diana. En les observant, j'ai ressenti l'immense responsabilité qui pesait sur leurs épaules. Chaque action, chaque déclaration, chaque décision prise en toute discrétion façonnerait l'avenir de la monarchie, et je me suis demandé une institution bâtie depuis des siècles. Sur le silence et le rituel peut-elle survivre dans un monde qui exige des réponses immédiates et une transparence totale? Une fois l'audit terminé et la réunion de la salle d'érable tenue, il est devenu évident que la crise devait être gérée non seulement en interne, mais aussi publiquement. L'annonce de la suspension de Camilla a été immédiatement relayée par les médias internationaux et les réseaux sociaux, attirant l'attention du monde entier. La Cour n'avait pas le choix, nous devions démontrer que les décisions étaient prises en toute transparence, par devoir et par respect pour le patrimoine et non par préférence personnelle ou par crainte de l'opinion publique. En suivant les débats, j'ai ressenti le poids d'une responsabilité immense. Comment restaurer la confiance du public après une crise aussi médiatisée au sein de la famille royale? La réaction du public fut intense et partagée. Certains étaient soulagés que justice soit enfin rendue à Diana. D'autres accusaient la famille de précipitation et de réaction émotionnelle. Devant Clarence House, une foule de partisans et d'opposants s'était rassemblée. Cartes fleurs photos et répliques miniatures de la broche de Genève y avaient été déposées. C'était la manifestation concrète de l'impact émotionnel de la décision. Cet engagement public a clairement démontré que la monarchie n'est pas déconnectée de la société. La confiance du public est tout aussi importante que les règles et les traditions elles-mêmes. Comment concilier responsabilité institutionnelle et perception publique à l'ère des réseaux sociaux qui amplifient chaque instant? Catherine a une fois de plus joué un rôle crucial par la suite. Pendant que William gérait les aspects formels et juridiques de la suspension, elle a observé attentivement la réaction du public et le moral du personnel. Elle a agi comme une force stratégique discrète, un facteur de stabilisation qui a permis de garantir une communication cohérente et crédible. Son calme et sa perspicacité nous ont permis d'éviter l'escalade et de maintenir un message clair. Il s'agissait d'une mesure nécessaire visant à protéger le patrimoine et l'intégrité de la cour et non d'une vengeance personnelle. Son tact et sa précision ont démontré que le leadership n'a pas toujours besoin d'être bruyant pour être efficace. L'attention médiatique a engendré une polarisation sans précédent. Tandis que la presse et la télévision britannique débattaient de la décision, les médias internationaux diffusaient des détails concernant la broche, l'audit et la correspondance interne. La rapidité et l'intensité de la propagation de l'information ont mis en évidence la vulnérabilité de la Cour à l'ère numérique. Chaque fuite, chaque interprétation, chaque commentaire filtré était instantanément consommé dans le monde entier. Pour la première fois, il est apparu clairement que la monarchie ne contrôle plus seulement sa propre histoire, mais que celle-ci est constamment observée, interprétée et critiquée par un public mondial. Comment une tradition séculaire peut-elle survivre dans un monde où le public participe activement à façonner le récit? La médiatisation de la suspension de Camilla a également entraîné des réformes structurelles. De nouveaux protocoles de gestion des inventaires, des effets personnels et de la documentation interne ont été mis en place. Ces mesures visaient à prévenir de la récurrence de crises similaires
et à renforcer la mémoire institutionnelle de la cour. C'était une étape nécessaire, mais aussi un défi. Chaque changement devait être soigneusement intégré à des procédures séculaires sans nuire à la continuité historique. Comment concilier modernisation et respect des traditions au sein d'une institution aussi sensible? Ce moment a également mis en lumière la nécessité d'un leadership qui transcende le cérémonial. William et Catherine se sont imposés comme les piliers moraux et pragmatiques de la monarchie, leurs actions et stratégies établissant une nouvelle norme en matière de gestion de crise au sein de la famille royale. Leur approche a démontré que la stabilité et la crédibilité ne reposent pas uniquement sur les titres et les cérémonies, mais aussi sur un engagement constant, l'intégrité et la transparence. En observant cela, il m'est apparu clairement que leur vision offrait un modèle pour un royaume luttant pour sa survie dans un monde soumis à la pression médiatique et à l'examen minutieux du public. Alors que la tempête s'apaisait peu à peu, je ressentais encore les répercussions de cette semaine dans tous les couloirs de Buckingham Palace. La famille royale avait créé un précédent, l'honnêteté et la protection du patrimoine primaient sur les préférences personnelles. La question demeurait une monarchie fondée depuis des siècles sur la loyauté. Et le secret peut-elle véritablement fonctionner à une époque où tout est observé, documenté et jugé? Et le public peut-il un jour avoir pleinement confiance dans la capacité de telles crises à être gérées correctement à l'avenir? L'étape finale, la prise de conscience publique, a apporté une clarté sans précédent. Le 13 octobre 2025, Charles s'est de nouveau exprimé cette fois dans le Grand Hall de Clarence House sous le regard du monde entier. Ces mots étant soigneusement choisis, la reine consorte Camilla démissionnerait temporairement de ses fonctions, son titre étant suspendu le temps d'un examen. Pas d'effusion émotionnelle, pas de déclaration défensive, juste l'essentiel d'un message la couronne. Et la confiance du peuple prime sur les intérêts personnels. En observant tout cela, j'ai ressenti l'impact immédiatement perceptible sur l'opinion publique et au sein même de la cour. C'était un moment historique, une confrontation rare entre vérité, responsabilité et tradition. La cour réagit interne, avec un mélange de soulagement d'inquiétude et une tension palpable. William et Catherine se tenaient un temps. À l'écart visiblement concentré et résolu, tandis qu'Anne, inflexible, comme toujours, observait chacun de leurs mouvements. Camilla était absente, mais son absence était lourde de sens. L'instant était chargé de symbolisme. La famille royale reconnaissait ouvertement ses erreurs, assumait ses responsabilités et créait un précédent pour les crises futures. Parallèlement, je pressentais que ce n'était que le début d'un long processus de reconstruction qui prendrait des années. Comment restaurer la confiance d'une nation lorsque des défaillances personnelles et institutionnelles ont été exposées au grand jour? La réaction du public fut immédiate et profondément polarisée. Des centaines de personnes se rassemblèrent devant Clarence House, des partisans, applaudissant le fait que justice soit enfin rendue, et des citoyens critiques exprimant heureux, déception et leur tristesse face aux divisions internes au sein de la monarchie. Cartes fleurs et photos de Diana apparurent comme autant de protestations silencieuses contre la profanation de son héritage. Les réseaux sociaux s'enflammèrent de hashtags et de discussions qui devinrent viraux dans le monde entier. Il devint évident que l'opinion publique à la fois jugeait et influençait la monarchie. Comment concilier décisions institutionnelles et perception du public à une époque où chaque action est filmée, partagée et débattue?
C'est durant cette période que le rôle de Catherine s'est une fois de plus révélé crucial. Tandis que William se concentrait sur les déclarations officielles et les aspects institutionnels de la crise, elle observait attentivement le personnel et les réactions du public. Son calme, son sens stratégique et son empathie ont permis de maintenir un équilibre entre la communication d'une politique rigoureuse et le maintien du contact humain. Elle a été la force tranquille qui a permis de rétablir la stabilité sans que la monarchie ne perde de sa dignité. Son approche a démontré qu'en temps de crise, le leadership n'a pas toujours besoin d'être tapageur. La cohérence et l'intégrité peuvent être plus efficaces que n'importe quelle déclaration publique. La Cour a également pris des mesures structurelles. Les inventaires et les transferts de biens patrimoniaux ont été strictement contrôlés et les protocoles renforcés. Chaque transaction, chaque bijou et chaque document sont désormais méticuleusement consignés afin d'éviter qu'une telle crise ne se reproduise. Anne a supervisé les audits et mis en œuvre de nouvelles procédures qui ont consolidé la mémoire institutionnelle de la monarchie. Il s'agissait d'un exercice d'équilibriste modernisé sans compromettre la continuité historique. Parallèlement, ces mesures ont envoyé un signal fort au public: la monarchie reconnaît ses erreurs, assume ses responsabilités et œuvre activement à rectifier la situation. Un tel processus peut-il un jour restaurer pleinement la confiance du public ou le scepticisme persistera-t-il? Les suites cesseront de donner à la suspension de San. De Camilla ont également mis en lumière l'importance des figures morales au sein de la cour. William et Catherine se sont imposés comme des piliers d'ordre et stabilité, tant sur le plan moral que pratique, établissant un précédent en matière de gestion de crise qui transcende les titres et les protocoles officiels. Leurs actions ont démontré que le maintien de la crédibilité et du soutien du public ne se résume pas aux cérémonies, mais repose sur un engagement constant, la transparence et la responsabilité. Ce fut une leçon de leadership. La confiance du public est aussi précieuse que les trésors de famille, et le rétablissement de l'intégrité exige à la fois fermeté et empathie. Finalement, la monarchie se trouvait à la croisée des chemins, un moment de réflexion, de reconstruction et de préparation pour l'avenir. Le rôle public de Camilla avait pris fin et son retrait à Raymil House marquait le début d'une période d'isolement et de contemplation. Parallèlement, il devenait évident que les générations futures, avec William et Catherine et en tête, préserveraient les valeurs morales de la cour, l'analyse de la situation, les audits, la transparence et le rôle stratégique des membres les plus importants de la famille royale ont permis de définir les contours d'un nouveau chapitre. La question qui demeurait était la suivante. La monarchie peut-elle pleinement restaurer sa crédibilité et comment l'héritage de Diana influencera-t-il cette nouvelle orientation? La semaine suivante le confirma. Charles entreprit des réformes, notamment des audits périodiques, des bijoux, des procédures de transparence et la nomination d'un responsable de la responsabilité royale. William et Catherine assumèrent le rôle de guide moraux et démontrèrent au peuple que l'intégrité et la responsabilité sont les fondements de la monarchie. Le message était clair. L'héritage et la confiance sont essentiels et les erreurs du passé servent de leçon pour un avenir qui se doit d'être juste, transparent et digne. Le public put constater que la couronne n'est pas invincible, mais qu'elle peut être restaurée grâce à un leadership courageux, constant et stratégique.